Bonjour, hello, bienvenue et welcome à ce webinaire aujourd'hui. Avant qu'on commence, je veux dire que même si nous réunissons virtuellement sur Zoom aujourd'hui, il est important de se rappeler que beaucoup d'entre nous se connectent à un endroit situé dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, qui est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les bureaux de Garde-Rivière des Outaouais se trouvent sur ce territoire et presque tout notre travail se déroule ici également. Nous veillons à toujours reconnaître ce fait. Donc, merci de nous joindre aujourd'hui. La présentation se déroulera principalement en français, mais nous serons contents de répondre à n'importe quelle question ou clarification en anglais. So welcome everybody. This webinar will be mostly in French, but we're very happy to answer any questions you have in English. And if you need a quick clarification about anything in English, please just pop it in the chat or the Q&A, and we're happy to answer and repeat something. All the slides are also in both languages. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser n'importe quand pendant la présentation en utilisant la fonction de Q&A située en bas de votre application Zoom. Nous retournerons aux questions à la fin des présentations. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Garde-Rivière des Outaouais, un organisme sans but lucratif qui œuvre à la protection du bassin versant de la rivière des Outaouais. Avec moi aujourd'hui, j'ai ma collègue Elisabeth, notre coordinatrice des programmes scientifiques, et nous avons aussi un invité spécial, Olivier Liberge, directeur des opérations chez Ozero Solutions, qui va faire une présentation sur les espèces intéressantes et le lavage des bateaux. Mais pour commencer, je vais passer la parole à ma collègue Elisabeth pour commencer sa présentation. Parfait, merci beaucoup. Je vais partager mon écran rapidement. OK, ça marche bien? Oui, OK, good. Bon, bonjour tout le monde. Mon nom est Elizabeth Grader, puis je suis la coordonnatrice des programmes scientifiques avec Garde-Rivière des Outaouais. Donc, pour commencer, j'aimerais mentionner que le travail réalisé dans ce projet a été effectué sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Puis le peuple de la nation algonquine Anishinaabe sont les gardiens traditionnels sur la terre puis sur de l'eau aussi. Donc, Garde-Rivière reconnaît l'héritage du colonialisme qui continue d'avoir de profondes répercussions sur les droits des peuples algonquins. Donc, si vous ne le savez pas, le Garde-Rivière des Outaouais est une organisation non gouvernementale qui travaille dans tous les bassins versants de la rivière des Outaouais. Puis, nous, on travaille dans plusieurs juridictions et utilisons la science pour guider nos décisions. Puis, comme je l'ai mentionné, notre organisation travaille dans toutes les bassins versants. Donc, c'est un gros bassin versant. On concentre sur la protection puis la défense des écosystèmes. Puis, la rivière des Outaouais est sur un long cours d'eau qui prend sa cours dans le lac des Outaouais. Puis, se jette dans le lac de Dumontagne, près de Montréal. Après un parcours de comme 1300 km. Donc, c'est un gros bassin versant, puis c'est beaucoup de travail pour nous. Donc, pour mieux comprendre la santé des bassins versants, on a fait une évaluation de la santé des écosystèmes. Puis pour faire ça, nous avons
sélectionné 14 indicateurs pour nous aider dans cette évaluation. Puis, vous pouvez les voir ici à droite, l'indicateur que j'ai mentionné. Donc, par exemple, on a l'indicateur des utilisations des sols, le phosphore total, les invertébrés benthiques, par exemple, la température d'eau, puis aussi les espèces invasantes. Donc, encore en cours des dernières années, nous avons travaillé à collecter une diversité de sources de données afin de mieux comprendre la santé des bassins versants. Donc, toutes les données que nous avons collectées en cours de cette évaluation a conduit la publication de notre primaire bilan des bassins versants, dans lequel nous avons examiné les 14 indicateurs de santé écologique, puis aussi elle fait le point sur notre connaissance actuelle. Donc, depuis ce rapport, nous avons continué à explorer puis à collecter des données afin d'approfondir notre compréhension de la santé écologique. Donc ça, c'est notre bilan des bassins versants, puis vous pouvez consulter tous les documents sur notre site web. Donc, pour aujourd'hui, pour mon présentation, je vais concentrer sur un des 14 indicateurs, c'est l'espèce invasive. Donc, les espèces invasantes représentent une menace pour notre bassin versant. Puis, les espèces invasantes sont pour expliquer, c'est les plantes ou des animaux introduits par intentionnellement ou non, principalement en cause des activités humaines. Puis les espèces invasantes ont d'énormes impacts sur la santé écosystème aquatique, tels que par exemple, surplanter les plantes ou les animaux indigènes dans les cours aux ressources. Aussi, les espèces invasantes peuvent modifier la structure des habitats, peuvent perturber les réseaux trophiques, puis peuvent modifier le cycle des nutriments. Donc, à la fin des jours, les espèces invasantes peuvent diminuer la biodiversité dans cet écosystème. Donc, pour comprendre les problèmes des espèces invasantes dans notre bassin versant, on avait lancé notre programme de surveillance des espèces invasantes. Donc, les objectifs de ce programme étaient à identifier les données qui manquaient dans les bassins versants, aussi à encourager le signalement afin de mieux comprendre la présence et le potentiel de propagation des espèces invasantes. Aussi, finalement, c'est pour faire la sensibilisation davantage à la présence et l'impact des espèces invasantes excusez-moi, ou dans le bassin versant. Donc, au début du mois, nous avons publié notre rapport sur les espèces invasantes dans le bassin versant de Rivière des Outaouais. Donc, dans ce rapport, nous avons collecté les données historiques, puis on a fait un gros rapport avec ça. Donc, vous pouvez consulter le rapport complet sur notre site web. Donc, dans ce rapport, pour ce rapport, nous avons utilisé 4 sources principales des données. Donc, c'est iNaturalist, EdMap, données des ministères de l'Environnement, puis aussi, on avait collecté les données dans notre programme de surveillance des programmes communautaires. Puis aussi, pour cet rapport, nous avons concentré sur 15 espèces
des plantes puis des animaux invasives exotiques et pour les canes, c'est en fonction de leur impact sur l'écosystème aquatique ou leur présence dans les zones riveraines. Donc, ici, c'est quelques exemples de les espèces. On a dans les 15 que j'ai mentionné, c'est le laitue d'eau, par exemple. On a 15, donc c'est beaucoup, mais ça, c'est les photos de 15. Puis, dans les premiers réseaux de notre rapport, euh, on avait vu que les premières espèces invasantes ont été signalées dans les bassins versants il y a près de 100 ans. Donc, on avait à voir les espèces invasantes ici pour beaucoup de temps, mais au cours des 30 dernières années, le nombre d'observations a augmenté beaucoup. Puis encore des 5 dernières années, nous avons constaté une augmentation significative. Donc, on avait vu plus des observations depuis les dernières 5 années. Donc, si on examine toutes les bassins versants, on voit que plus des espèces invasantes sont observées dans le sud des bassins versants. Mais on a observé les espèces invasantes dans tous les bassins versants. Donc, pour vous orienter, le petit rouge, le point rouge, ça c'est une observation. Puis le cercle plus grand, ça c'est le nombre de total observations dans toutes les sous-bassins versants. Donc oui, on a vu les espèces dans tous les bassins versants, mais plus des observations dans le sud. Puis pourquoi? Pourquoi on veut plus des observations dans le sud? On a quelques explanations. Le premier, c'est qu'il y a un plus grand nombre de personnes dans les régions du sud. Donc, plus de personnes peuvent faire les observations, puis il y a aussi plus de personnes dans le sud qui peuvent euh, introduire ou propager les espèces invasantes. Aussi, dans le sud, il y a plus de sources de propagation et d'introduction aussi. Par exemple, on a le fleuve Saint-Laurent, on a beaucoup d'autoroutes dans le sud, donc il y a plus de vecteurs de propagation puis introduction dans le sud. Mais maintenant, on avait besoin plus des observations dans les sections du nord de bassin versant parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur les espèces invasantes dans le nord. Donc, pour le moment, en théorie, les espèces invasantes peuvent se proliférer sans contrôle. Donc, on a besoin d'avoir plus de signalements dans le nord. Donc, ici, si on examinait chacun des 15 espèces des espèces invasantes, on peut voir que le salicaire pourpre est les espèces plus étaient signalées plus. Donc, pourquoi? Pourquoi ça se fait? Une raison peut-être, c'est parce que cette espèce, c'est très facile à reconnaître. Donc, c'est vraiment facile pour tous les mots à voir cette espèce. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on a plus des observations. Parce que, par exemple, um, une espèce comme une espèce aquatique, peut-être il y a plus de cette espèce dans la région, mais peut-être c'est plus difficile à reporter ou signaliser. Donc, on a besoin plus de signaux pour comprendre la présence des espèces.
Donc, et pour nous aider, on fait le reportage. On avait lancé notre nouveau site web interactif. Donc, ça, c'est le carte qu'on a sur notre site web. Donc, tu peux cliquer sur euh, sur ton région, puis tu vas avoir plus d'informations. Par exemple, si vous habitez dans le sud des Bains-Saint-Vincent, vous pouvez cliquer ici, puis euh, vous, tu vas avoir accès à toutes les espèces de Cairns qui sont toujours présents dans cet secteur de Baie-Saint-Vincent. Puis aussi, on a le quiz de formation. Donc, tu peux identifier quelle espèce est dans ton région. Puis après, tu peux faire le quiz pour euh, apprendre plus des informations pour faire pour identifier les espèces. Donc ici, ça, c'est le QR code pour le site web, puis pour le quiz aussi. Puis aussi, cet été, on avait nous avons participé dans quelques opérations de contrôler les espèces invasantes avec Cobali. Ça, c'est une photo de un des événements. Puis aussi, nous avons fait les activités de sensibilisation sur notre réseau social. Donc, on fait beaucoup de choses cet été pour transférer des informations, puis pour faire plus de sensibilisation. Alors, après tout ça, euh, pouvez-vous faire pour nous aider? Donc, la première étape, c'est pour apprendre euh, les informations pour identifier les espèces invasantes. Donc, c'est vraiment important. Par exemple, si vous êtes dans votre chalet ou faire le kayak ou faire une promenade près de chez vous, si vous connaissez les espèces invasantes, vous pouvez soumettre une observation. Donc, ça, c'est vraiment important à apprendre à identifier les espèces. Ensuite, aussi, si vous voyez une espèce, euh, vous pouvez signaliser une observation de cet espace. Donc, c'est très, très facile à faire ça pour soumettre votre observation, puis cette information est très, très, très importante pour nous. Le troisième, c'est pour nous aider à sensibiliser le public. Donc, partagez cette information, partagez notre formation, jasez avec votre voisine, par exemple, pour discuter ce topic. Puis finalement, euh, euh, c'est vraiment important euh, à ne pas propager ou relâcher les espèces invasantes. Par exemple, vous pouvez planter les espèces indigènes dans votre jardin. Ça, c'est vraiment important. Donc, comme je dis, c'est très facile à rapporter ou signaliser une espèce invasive. C'est comme 1, 2, 3, prendre une photo, noter l'endroit que vous avez vu les espèces invasives, puis après télécharger les photos puis les informations sur iNaturalist ou l'envoyer aussi. Puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez également vous inscrire dans notre programme de surveillance des espèces invasantes pour recevoir plus d'informations, aussi pour avoir une plus grande formation. Puis ça, c'est une bonne option aussi parce que pour faire la gestion des espèces invasantes, c'est vraiment important que tout le monde va contribuer. Donc, l'engagement des publics,
la gestion de tout ça est vraiment, vraiment important. Sinon, il y a plus de chances de nous avoir la dégradation des écosystèmes. Donc, avec ça, je vais dire merci beaucoup, puis je vais passer la patrouille à Olivier. Puis, Olivier, je t'ai laissé te présenter. Merci beaucoup. Ok, super, merci beaucoup pour l'introduction, Elisabeth. Je vais partager mon écran, ce ne sera pas bien long. Euh, Ok, est-ce qu'on voit mon écran? Ok, super. C'est ça, OK, donc ben, merci tout le monde d'être là aujourd'hui pour tenir là, ces discussions super intéressantes là, sur le webinaire, là. Donc, je me présente, Olivier de Ozero Solutions. Donc, on a été invité aujourd'hui. Pourquoi? C'est pour discuter justement des espèces aquatiques envahissantes, comme Elisabeth l'a mentionné, mais aussi de parler des moyens de prévenir les impacts de ces espèces-là. Donc, un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet, je pensais faire une petite introduction sur Ozero, on est qui? Donc, en fait, mes collègues Maxime, Mathis, puis moi, pendant nos études à l'Université de Sherbrooke, on devait choisir un projet sur lequel on allait travailler pendant 2 ans. Donc, on hésitait beaucoup sur quel projet travailler parce qu'on voulait un projet qui allait avoir un impact environnemental et qui n'allait pas nécessairement rester sur les tablettes de l'université. Donc, on voulait également travailler sur un enjeu de l'eau aussi. C'est donc en voyant la citation suivante qu'on a décidé de s'attaquer aux espèces aquatiques envahissantes. Donc, selon le gouvernement du Canada, les espèces envahissantes représentent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité des écosystèmes de la planète après la perte d'habitat. Donc, dans notre cas, on va parler aujourd'hui d'espèces aquatiques envahissantes. C'est donc des espèces animales ou végétales qui vont avoir été introduites dans un milieu où elles n'étaient pas présentes auparavant. Ça veut donc dire que l'écosystème dans lequel elles ont été introduites était balancé sans ces espèces-là, puis que maintenant, les espèces débalancent l'écosystème. Elles peuvent donc se reproduire rapidement, puis modifier l'habitat des espèces indigènes, ce qui va constituer une menace pour la biodiversité. Essentiellement, les espèces aquatiques envahissantes vont nous provenir des bateaux de marchandises, par exemple, par le fleuve, ou parfois aussi par d'autres activités comme l'aquariophilie. C'est à garder en tête, par contre, que une fois que ces espèces-là sont apportées par les grands bateaux, par le fleuve, essentiellement, le principal vecteur de propagation dans les terres, ça va être nous, les plaisanciers, avec nos embarcations nautiques. Une fois introduite dans un plan d'eau, ben, ça peut ressembler à ça sur nos plages, nos aqueducs ou même nos bateaux. Donc ça, c'est de la moule zébrée. Puis c'est seulement une des 174 espèces aquatiques envahissantes qui existent au Canada. On a aussi, par exemple, le cladocère épineux, qui va être un crustacé d'eau douce envahissant. Il va pouvoir se propager, entre autres, par les équipements de pêche. Puis, c'est des espèces qui vont avoir des impacts sur la pêche parce qu'ils vont réduire grandement l'approvisionnement en nourriture pour les poissons, comme la chigane, l'orée jaune ou même la perche chaude. Donc, comme je mentionnais, ça va s'accrocher puis s'accumuler sur les équipements nautiques et de pêche. On a aussi le Myriaphile aipi, que vous connaissez probablement. Donc, Myriaphile aipi, c'est une plante aquatique envahissante qui va pousser sous l'eau, qui va former des herbiers très denses dans les zones peu profondes du lac. Donc, une fois que c'est bien implanté, ça va bloquer la lumière, va étouffer les plantes indigènes, puis ça va rendre la navigation, la baignade et même la pêche très difficile. Donc, c'est à savoir que simplement un petit fragment de cette plante-là, qui reste accroché à la remorque, au moteur, à l'embarcation, va être suffisant pour contaminer un autre plan d'eau. Comme on vient de le mentionner, les impacts des espèces aquatiques envahissantes dans nos lacs peuvent être vraiment dévastateurs. Puis essentiellement, on peut les regrouper en 3 catégories. Les impacts environnementaux, les impacts économiques et les impacts sur les activités sociales et récréatives. Pour ce qui est des impacts environnementaux, on parle entre autres de la réduction de la biodiversité, comme j'ai mentionné. Donc, par exemple, là, une plante envahissante comme le Myriaphile aipi va venir tapisser la surface de l'eau, ce qui va empêcher les rayons du soleil de pénétrer dans le lac, ce qui va empêcher d'autres plantes indigènes de pousser dans le lac.
Un autre exemple, ça va être la moule zébrée qui va filtrer une quantité énorme d'eau et réduire considérablement la quantité de plancton pour les autres espèces. Donc ça va aussi favoriser les fleurons d'algues. C'est des changements qui peuvent avoir des effets irréversibles sur les écosystèmes locaux et donc menacer la survie de nombreuses espèces indigènes. Puis, simplement pour vous donner une idée, on retrouve communément jusqu'à 100 000 moules zébrées par mètre carré dans un plan d'eau, puis une seule moule zébrée peut filtrer 1 litre d'eau par jour. Quant aux autres impacts environnementaux des espèces aquatiques envahissantes, on peut aussi voir de la prédation ou du parasitisme, comme les moules zébrées qui vont se coller sur d'autres espèces de moules, par exemple. Sinon, pour ce qui est des impacts économiques, ce n'est pas à négliger non plus. Premièrement, l'invasion d'espèces aquatiques envahissantes peut mener à une perte de la valeur foncière des propriétés riveraines jusqu'à 20 ce qui a donc un impact direct sur les taxes foncières et donc sur le budget municipal. Deuxièmement, il y a certaines espèces aquatiques envahissantes, comme la moule zébrée justement, qui vont engendrer des frais d'infrastructure importants parce que ces moules-là vont pouvoir s'accrocher aux piliers des ponts et dégrader l'intégrité des piliers. Ça va pouvoir bloquer la canalisation des centrales hydroélectriques ou les prises d'entrée d'eau potable. Puis pour le myriaphile à épi, par exemple, si on parle de contrôle avec des toiles de jute, on va parler généralement d'investissements qui vont aller jusqu'à 150 000 par année. Donc, c'est vraiment dispendieux. Pour ce qui est de la dernière famille d'impact, on parle des aspects récréatifs. Donc, les espèces aquatiques envahissantes viennent directement affecter les activités des plaisanciers qui veulent profiter du plan d'eau. Donc, plus concrètement, on parle d'avoir de la difficulté à naviguer sur le plan d'eau avec une embarcation ou simplement à la nage. Puis, on va aussi avoir certaines espèces qui peuvent impacter la qualité de la pêche récréative. Tout ça, ça nous mène donc à réfléchir sur les actions à prendre pour éviter de propager les espèces aquatiques envahissantes par les vecteurs humains. Donc, en regardant le tableau ici qui montre les coûts liés aux espèces envahissantes en fonction du stade de leur propagation, on comprend qu'agir en contrôle va être vraiment coûteux par rapport à agir en prévention. C'est pour ça que les solutions doivent le plus possible tendre vers la prévention pour éviter la propagation des espèces. Donc, comme on mentionnait, bien que les courants, les oiseaux ou la connectivité entre les plans d'eau puissent jouer un rôle dans la propagation, c'est surtout les activités humaines qui vont favoriser la propagation rapide et imprévisible des espèces aquatiques envahissantes. Donc, le principal vecteur de contamination des plans d'eau va être le transport d'embarcations nautiques. Embarcations nautiques, là, je vous mentionne ce terme-là, mais ça inclut aussi la remorque, les moteurs, puis les accessoires nautiques. Donc, nos activités récréatives vont être responsables de la contamination de près de 9 plans d'eau sur 10. Il y a d'autres vecteurs aussi, comme les hydravions, mais c'est généralement moins significatif. Donc, comme on peut le voir, quand on sort d'un plan d'eau contaminé et qu'on retourne dans un autre plan d'eau sans avoir fait de nettoyage, c'est vraiment là qu'on va contaminer un plan d'eau. Pour éviter ça, une des méthodes les plus efficaces pour prévenir la propagation, ça va être le nettoyage des embarcations nautiques. Donc, il faut nettoyer son embarcation à chaque fois qu'on veut changer de plan d'eau. Ensuite de ça, c'est à savoir que même pour un plan d'eau qui est déjà contaminé par une espèce, ça va rester tout aussi important de faire le nettoyage des embarcations parce que la biodiversité d'un plan d'eau, c'est un petit peu comme son système immunitaire. Donc, quand il y a une espèce aquatique envahissante qui est introduite dans le plan d'eau, ça va débalancer le système immunitaire du plan d'eau, puis ça va rendre plus facile l'établissement de nouvelles espèces envahissantes. Donc, parmi les méthodes de nettoyage, on va parler de la méthode à l'eau chaude avec une exposition de 10 secondes ou plus, parce que c'est la méthode la plus efficace et la plus universelle. Donc, avant de faire le nettoyage, c'est à savoir que ça va être super important de faire une inspection de l'embarcation avec nos yeux, mais aussi avec nos mains, pour détecter des espèces envahissantes qui pourraient rester collées sur la coque de l'embarcation, mais qui seraient trop petites pour qu'on puisse les voir avec nos yeux. Par exemple, les larves de moules zébrées quand elles sont collées sur les coques des bateaux. Donc, pendant l'inspection, on va donc retirer les amas de boue, de plantes qu'on va détecter. Puis, en même temps, on va faire le tour de l'embarcation pendant l'inspection. Puis, on va en profiter pour vider l'eau résiduelle qui pourrait se trouver dans l'embarcation, comme dans les fonds de cale et les viviers, par exemple.
Évidemment, il faut faire le nettoyage à une distance qui va éviter que l'eau usée retourne au plan d'eau, soit à 30 mètres ou plus. Puis pour faire ça, l'idéal, c'est de commencer en nettoyant l'intérieur de l'embarcation, puis ensuite de faire l'extérieur avec de l'eau chaude basse pression. L'eau chaude basse pression, pourquoi? Parce que ça garde bien sa température, puis c'est justement la température qui va permettre de tuer les organismes, même dans les petits raccoins de l'embarcation, si c'est bien fait. Donc, comme je mentionnais, on veut exposer toutes les surfaces à l'eau chaude pendant au moins 10 secondes. Je viens de mentionner de nettoyer l'intérieur en premier. C'est quoi l'intérieur des embarcations? On va parler des viviers, des fonds de cale, des turbines de motomarine, des systèmes de refroidissement des moteurs et des ballasts des bateaux de wake. Donc, après avoir fait l'intérieur, c'est là qu'on va passer au lavage extérieur de l'embarcation qui va inclure évidemment la remorque aussi. Donc, une fois que ça c'est fait, on est nettoyé à l'eau chaude basse pression. C'est là qu'on va avoir tué efficacement les organismes. Puis, on va passer à la deuxième étape qui va être nettoyage à l'eau chaude, haute pression, pour l'extérieur seulement, qui va permettre cette fois-ci de retirer les espèces aquatiques envahissantes des embarcations. Donc, ça agit un petit peu comme une deuxième sécurité. Puis, pour faire ça, on va vouloir placer la buse du jet à pression à environ 30 cm des surfaces à nettoyer. Donc, cette routine simple, inspection, vidange, nettoyage, en commençant par l'intérieur, ensuite l'extérieur, c'est vraiment à la portée de tous, puis ça contribue directement à protéger nos plans d'eau des espèces aquatiques envahissantes. On voit aussi là, sur la slide là, quelques éléments typiquement à décontaminer pour une embarcation. Donc, voici des exemples là, de tuyauterie interne, comment on fait ça. Donc, pour ce qui est des viviers ici, il faut dévisser le filtre à l'entrée des viviers. On enlève le bouchon à l'intérieur des viviers, qui est une espèce d'aérateur pour laisser passer l'eau. Puis ensuite de ça, on va connecter le boyau de lavage sur l'entrée des viviers. Puis ensuite de ça, on va acheminer de l'eau pendant à peu près 1 minute ou jusqu'à ce que le système là, nous indique que c'est terminé. Quand c'est terminé, simplement on fait les étapes à l'inverse. Donc on attend que l'eau coule, on retire le pistolet, basse pression, puis on va retirer l'adapteur puis remettre le filtre. Une fois que ça c'est fait, il va rester à rincer efficacement l'intérieur du vivier avec l'embout. Donc, c'est vraiment pour faire les parois cette fois-ci. La première étape, c'était vraiment pour faire la tuyauterie avec la pompe. Donc, ici, on a l'exemple pour nettoyer un moteur hors bord. Donc, la première étape, un petit peu le même principe, on s'installe sur l'entrée d'eau, cette fois-ci du système de refroidissement. Avec les oreilles, on place le pistolet basse pression. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, on achemine de l'eau. Puis ensuite de ça, on va partir le moteur. Une fois que le moteur est parti, même concept encore une fois, on se fie à l'indicateur lumineux du système qui va nous dire quand est-ce que le nettoyage est terminé. Puis après ça, on éteint le moteur. Puis après ça, on arrête d'acheminer de l'eau. Donc ça fait pas mal le tour là, pour un bateau de pêche classique. Pour ce qui est des motomarines, ça va être un petit peu le même processus que ce qu'on vient de discuter pour l'inspection. Puis sinon, pour le nettoyage extérieur, ça va être la même chose à peu près que les bateaux. À noter qu'on trouve fréquemment de l'eau stagnante dans les repose-pieds. Donc, ça va être important de bien retirer l'eau de là et de décontaminer cet endroit-là. Pour ce qui est de l'interne des motomarines, c'est un petit peu comme les moteurs hors bord. On va devoir décontaminer quand c'est possible. Puis, pour faire ça, même concept, on installe l'adapteur sur l'entrée d'eau, le flush port de la motomarine. On met le pistolet basse pression sur l'adapteur. Puis cette fois-ci, il faut partir le moteur de la motomarine en premier. Puis ensuite de ça, on va pouvoir acheminer de l'eau chaude. Donc là, une fois que le moteur est parti, on va acheminer de l'eau chaude. Puis, quand l'indicateur nous dit que c'est terminé, on arrête l'eau chaude, on arrête le moteur. Donc là, on vient de survoler assez rapidement quelques étapes importantes du nettoyage d'embarcation nautique. Il y en a quand même
plusieurs autres, là. Si jamais il y en a qui sont intéressés d'en savoir un petit peu plus, puis d'avoir des procédures un petit peu plus détaillées, là, n'hésitez pas à me contacter par courriel, là, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sinon, la prochaine partie de la présentation va se tourner un petit peu plus vers les stations de lavage, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça prend pour mettre ça en place. Donc, on voit à l'écran ici là, des exemples de stations de lavage. Donc, on peut voir que ça peut autant être dans une remorque que dans des petits cabanons, tout dépendant des besoins. Puis, les équipements peuvent aussi être installés dans des bâtisses existantes quand il y a une bâtisse à proximité, ce qui permet vraiment de limiter les coûts. Les stations dans des remorques, c'est généralement utilisé quand on a besoin de déplacer la station de lavage à plusieurs endroits pendant l'été, par exemple pour des tournois de pêche ou des activités de sensibilisation. Pour ce qui est des stations fixes, c'est généralement utilisé comme une station qui va toujours être au même endroit pour desservir une ou plusieurs rampes de mise à l'eau. Donc, on vient de voir des stations de lavage, ça peut prendre plusieurs formes, mais il y a aussi un autre aspect important à considérer, puis ça va être la façon dont elles vont être utilisées. Est-ce qu'on opte pour du libre-service ou bien pour une station opérée par des employés? Donc, le mode libre-service, c'est vraiment pratique pour des pêcheurs ou des plaisanciers qui arrivent tôt le matin ou qui repartent tard le soir. Donc, la station est disponible en tout temps, il n'y a pas de contrainte d'horaire, chacun peut venir laver son embarcation quand ça lui convient. Ça donne beaucoup de flexibilité, puis ça rassure les plaisanciers de savoir qu'ils peuvent toujours compter sur la station pour faire leur nettoyage, peu importe le moment de la journée. De l'autre côté, il y a l'option avec les employés sur place. Donc ça, c'est surtout intéressant pour des endroits où il y a beaucoup de va-et-vient ou pendant des événements comme des tournois de pêche. Donc la présence d'un employé va permettre d'accompagner les utilisateurs, de répondre à des questions et d'assurer que chaque étape de lavage va être bien respectée, surtout pour des embarcations un petit peu plus complexes ou pour des gens qui sont moins familiers avec les procédures de lavage. Ça permet aussi de garder un bon rythme quand il y a plusieurs bateaux en file et de faire de la sensibilisation du même coup. Donc, en bref, là, il n'y a pas de solution unique. Ça dépend vraiment des besoins du site et des usagers. Quand on parle de station de lavage en mode libre-service, l'idéal, c'est d'avoir accès à de l'électricité, puis si possible à une source d'eau sur place. Donc, l'électricité, c'est vraiment un plus parce que ça permet d'automatiser les séquences de la laveuse à pression. Donc, ça rend l'utilisation vraiment plus simple pour les plaisanciers et surtout, ça limite les risques de bris liés à une mauvaise manipulation de l'équipement. Donc, ça rend la station vraiment plus fiable et plus facile à entretenir sur le long terme. Pour des stations mobiles, par exemple, quand on fait des activités de sensibilisation ou des tournois de pêche, ben, on veut fonctionner de façon complètement autonome. On va donc utiliser une laveuse à pression à essence, puis il va y avoir un réservoir d'eau intégré dans la remorque. Ça veut dire qu'on peut s'installer où on veut, même dans des endroits où il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. Donc, c'est super pratique là, pour couvrir plusieurs sites ou pour des événements ponctuels. Puis sinon, un dernier point important à ne pas oublier, évidemment, quand on installe une station de lavage, il faut absolument s'assurer que l'eau usée ne retourne pas directement dans le plan d'eau. Puis pour ça, il faut s'installer à au moins 30 mètres de tout plan d'eau, vérifier qu'on est sur une surface en gravier idéalement, puis que l'eau ne retourne pas vers le lac si jamais il y a une pente. Une autre chose intéressante à savoir, c'est qu'on peut adapter les stations de lavage selon les besoins du milieu. Par exemple, c'est possible d'installer une station de lavage pour desservir une seule rampe de mise à l'eau, ou bien de faire en sorte qu'elle va pouvoir desservir plusieurs rampes de mise à l'eau. Donc, c'est aussi possible de créer un réseau de stations sur les différents axes routiers qui mènent vers un plan d'eau. C'est justement ça qu'on a fait, par exemple, autour du lac Saint-Jean, où on a mis en place un réseau de 13 stations de lavage en collaboration avec les différentes municipalités et partenaires locaux. Puis dans ce projet-là, la stratégie, ça a été d'installer les stations directement sur les principaux axes routiers qui mènent vers le lac pour intercepter le maximum d'embarcations avant leur mise à l'eau. Ce genre d'approche permet de couvrir plusieurs points d'accès au lac, puis d'assurer que peu importe où les plaisanciers mettent leurs embarcations à l'eau, ils vont avoir accès à une station de lavage. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de la sensibilisation. On le répète souvent, installer des stations de lavage, c'est essentiel pour prévenir les espèces aquatiques envahissantes, mais ça constitue seulement une partie de la solution. Ce n'est pas suffisant en soi. La sensibilisation, c'est tout aussi important. Donc, si on met des stations de lavage en place,
sans vraiment expliquer aux gens pourquoi c'est important, comment ça peut les toucher directement eux, ou comment bien utiliser les équipements pour laver leur embarcation, ben, on n'aura pas le même impact. Donc, c'est vraiment en informant, puis en sensibilisant les usagers qu'on va vraiment maximiser l'efficacité des stations. Donc, la sensibilisation, ça passe par plusieurs choses, entre autres, installer des affiches visibles aux rampes d'accès, organiser des activités pendant les tournois de pêche ou des événements communautaires, puis surtout expliquer clairement quoi faire si jamais il n'y a pas de station de lavage à proximité. On est dans une région où est-ce qu'il n'y en a pas, ben, il y a des actions qu'on peut quand même prendre. Par exemple, on peut vider l'eau de l'embarcation loin du plan d'eau quand même. On peut retirer les amas de boue et de plantes. On peut faire l'inspection. Puis si jamais on a accès à de l'eau chaude et un seau, ben, on peut quand même mettre de l'eau chaude sur notre embarcation nautique quand c'est possible. Ça fait une première étape là, de nettoyage. C'est donc ce qui termine ma présentation. Donc, j'espère que ça a pu donner quelques pistes de réflexion pour vous appuyer dans vos efforts de protection des plans d'eau. Puis évidemment, ben, si vous avez des questions, vous voulez en discuter davantage, ben, n'hésitez pas à m'écrire, là, ça me fera plaisir de discuter avec vous autres. Merci. Merci Olivier, merci Elisabeth. S'il y a des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le panneau de Q&A. On va les répondre. Je ne sais pas si Elisabeth, tu as des questions pour Olivier ou bien de l'autre côté. Je pense qu'il y a une carte, c'est ça, Olivier, avec la location des lavages de bateaux, c'est ça? Est-ce que c'est disponible? Donc, par exemple, si il y a quelqu'un qui voudrait visiter quelques lacs dans la région, est-ce que cette carte c'est disponible pour les personnes pour voir la location de, de lavage de bateaux? Oui, c'est ça, exact, exact. Il y a en fait, il y a deux principaux sites web. Il y a le site web du ministère là, qui est sur Forêt ouverte, qui montre toutes les stations de lavage au Québec qui sont actuellement répertoriées. C'est super intéressant parce que ça permet deux choses. Ça permet de savoir où se trouve la station de lavage, puis où se trouve la rampe de mise à l'eau, parce que c'est pas tout le temps la même place. Puis ça permet surtout quand on est en voyagement, parce qu'on est en vacances, de prévoir nos déplacements. Ça évite de se rendre à la rampe de mise à l'eau, de faire Ah, ben crime, c'est pas ici la station de lavage, de retourner son eau pas pour retourner après ça à la rampe de mise à l'eau. Ça rend les choses vraiment plus efficaces. Parfait, Euh, merci. Elisabeth, il y a une question ici de Eve-Marie. Comment avez-vous fait pour identifier les zones qui nécessitent un inventaire et comment vous avez fait pour inventaire via la visite terrain, par drone? Qu'est-ce que c'était? Désolée, le audio est pas très bon. Peux-tu mettre la question dans le chat? Ouais. Merci. Vraiment, comment est-ce qu'on a fait nos observations et comment est-ce qu'on sait où a besoin de plus d'observations, si je comprends la question? Oui, donc, ouais, pour, euh, pour maintenant, dans notre rapport, on avait fait on avait collecté toutes les données, puis voir où est le point des observations des espèces invasantes. Donc, pour le moment, c'est juste une première passe pour voir où sont les espèces invasantes. Donc, pour le moment, on n'a pas beaucoup de les zones, euh, mais on focus plus sur les rivières, le lac, les zones qui sont, c'est plus facile euh, à exploiter les espèces invasantes. Euh, Puis pour faire les observations, c'est vraiment facile. On a une application sur le téléphone ou avec iNaturalist, c'est la même chose, c'est une application. Puis pour faire les observations, si vous
s'il y a une espèce invasive, tu peux prendre une photo, puis mettre l'information sur l'application, puis avec ça, on peut faire une carte de toutes les observations. Donc, c'est pas sur drone, mais c'est intéressant aussi, mais c'est un peu plus cher. Mais pour le moment, on demandait que notre scientifique communautaire fasse une observation. Puis aussi, maintenant, on a une deuxième initiative. C'est un projet pilote qui a commencé comme cette semaine ou la semaine dernière. Puis on a le tableau avec l'application pour faire la carte des populations des espèces invasantes. Donc, on va prendre le tablet, puis on va visiter le site qu'on avait à voir l'observation. Donc, on peut faire une carte de densité, puis euh, déterminer la magnitude de propagation de cette espèce invasive. Donc, ça, c'est les deux techniques pour le moment qu'on utilise. C'est vraiment facile à faire l'observation. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut faire ça. Puis, on a besoin de plus d'informations. Donc, si tu vois une fragmentise, par exemple, sur le côté des routes, tu peux faire une observation, puis c'est vraiment facile. Merci, Elisabeth. J'ai une question ici anonyme pour Olivier. Y a-t-il des difficultés à faire utiliser les stations de lavage par les personnes? Comment est-ce que vous faites pour faire que les personnes arrêtent et utilisent la station? Il y a quelle stratégie pour faire ça? Ouais, en fait, c'est une bonne question. Puis en fait, ça fait partie de nos plus grands défis. Comment faire pour que les gens arrêtent aux stations? Euh, dans les endroits où est-ce que c'est pas des obligations, c'est vraiment par de la sensibilisation, c'est vraiment par beaucoup d'affichage sur le bord de la route. Donc des belles grandes pancartes qui attirent l'œil pour les gens qui viennent de l'extérieur. Parce que souvent, quand on est citoyen puis qu'il y a une station de lavage dans la ville, on est un petit peu au courant. C'est surtout quand on est en déplacement qu'on est un petit peu moins au courant. Donc, entre autres, l'importance de la carte des stations de lavage. Puis après ça, comment on fait pour un petit peu attirer les gens euh, aux stations de lavage, puis s'assurer qu'ils s'en servent bien, ben, c'est vraiment avec sensibilisation sur les impacts des espèces aquatiques envahissantes, donc faire comprendre là, avec des affiches. Puis après ça, c'est de vraiment simplifier l'utilisation de la station de lavage, là, pour que ce soit clairement affiché comment utiliser la station, là, pour pas que ce soit, ça a l'air d'une montagne, laver son embarcation nautique. Et maintenant, j'ai une question pour moi, parce que je suis curieux. Y a-t-il des réglementations sur la propagation des espèces envahissantes? Y a-t-il est-il requis de laver votre bateau ou c'est pas au moment? Au niveau provincial, en ce moment, il n'y a pas de réglementation claire. Par contre, au niveau municipal, il y a certaines municipalités qui vont avoir mis en place des réglementations qui obligent le nettoyage d'embarcation avant la mise à l'eau. Par exemple, il y a plusieurs municipalités là, dans l'Outaouais là, qui vont avoir des réglementations comme ça. Donc, c'est vraiment au niveau municipal là, qu'il y a de la réglementation actuellement. D'accord. Et une autre question anonyme pour Elisabeth. Vous avez mentionné qu'on a 15 espèces qu'on surveille. Si quelqu'un répare une espèce qui n'est pas un membre du 15 espèces, est-ce qu'on est quand même intéressé à voir cette reportage? Oui, bien sûr. Pour notre programme de surveillance communautaire des espèces invasives, euh, on a une liste, puis c'est vraiment le 15, mais il y a une option de autres, puis tu peux mettre cette information-là. Mais moi, je recommande que cette personne mette cette information sur iNaturalist. Mais toutes les observations des espèces invasives sont vraiment importantes. Puis aussi, peut-être, on va ajouter
une autre, deux autres espèces invasantes sur notre liste. Mais oui, cette information est vraiment importante. Puis iNaturalist, ça, c'est le plus, l'application plus facile pour faire ça. D'accord, merci beaucoup. Je vois pas encore de questions. Je vais donner comme quelques secondes pour voir s'il y a des questions qui rentrent, mais sinon, Puis, j'ai une petite d'accord. question pour Olivier. Je voudrais voir, connaissi, est-ce qu'il y a plus d'intérêt par les municipalités sur le lavage de bateaux, par exemple? La municipalité, est-ce qu'il y a plus des intérêts pour ouais, cette programme? Oui, c'est ça. Je dirais que depuis, nous, on a commencé là, dans le domaine, là, ça fait environ 5 ans. Les premières années, les discussions, c'était pas tout le monde qui était au courant des espèces aquatiques envahissantes et du lavage d'embarcations nautiques. Maintenant, il y a vraiment peu de municipalités qui sont pas au courant, qui considèrent pas que c'est un problème. Donc, c'est vraiment, on voit une belle amélioration, autant au niveau municipal qu'au niveau des plaisanciers. Donc, on voit vraiment que les plaisanciers s'habituent au lavage d'embarcations nautiques. Ils prennent l'habitude de se dire, OK, je m'en vais à la pêche, il faut que j'arrête de laver mon bateau quand même. Ils prévoient ça dans leur horaire, fait que c'est de mieux en mieux. Parfait. Puis, une autre question. Je connais que tu vas voyager beaucoup dans le bassin versant dans les prochaines semaines. Euh, As-tu beaucoup des événements pour le public, les formations, les choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a les événements? Euh, Si oui, euh, as-tu des informations sur votre site web ou s'il y a quelqu'un qui voudrait participer dans tes activités, est-ce qu'il y a plus d'informations? As-tu plus d'informations? Oui, en effet, on va être beaucoup là, sur le terrain là, dans la prochaine semaine là, dans votre bassin versant. On n'a pas encore l'information sur notre site web. Par contre, là, on va faire des publications sur notre page Facebook dans les prochains jours, justement pour inviter les gens à venir nous voir. Donc, il va y avoir l'information sur la date, l'heure, l'emplacement pour venir nous voir. Puis, c'est en effet des activités là, offertes à vraiment tout le monde, donc les plaisanciers, les riverains et même les gens du domaine municipal ou des organismes de bassin versant. Parfait, c'est tout pour moi. Merci, Olivier. Merci. Il y a une dernière question pour Olivier, question anonyme. C'est un peu sur l'histoire d'Ozero. Je pense que vous avez mentionné au début, mais de quelle région vient Ozero Solutions et quelle université? Oui, donc on est des anciens étudiants de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique. Donc ça, c'est pour ça. Donc, on a vraiment commencé en Estrie, puis maintenant, on est basé là, à Drummondville, centre du Québec. D'accord? Merci, c'est toutes les questions. Donc, je pense que je vais fermer le webinaire. Merci tout le monde pour nous joindre aujourd'hui. Et si vous avez des questions supplémentaires pour Garde des Outaouais ou bien pour Olivier et Ozero, vous pouvez nous envoyer un courriel ou sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un message. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, bye. Merci.